c'est un étudiant qui fait du rugby depuis des années, je lui conseille de ne pas aller faire son stage dans le rugby, dans un sport qu'il connaît, de plutôt aller se confronter vraiment dans un milieu où il ne connaît rien du tout. Au moins, Mmh. ça l'oblige à réfléchir, à travailler et à développer, on va dire, sa capacité de réflexion. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathieu Loumagne, préparateur physique et gérant d'athlétique Training Performance à Tarbes. Salut Salut à Mathieu, tous. bienvenue Salut. sur le podcast. Merci, c'est gentil pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire un petit détail de ton parcours, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Donc, je suis préparateur physique. Je suis passé par STAPS. Donc, STAPS, hein, c'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, c'est en gros la fac de sport en France. Je ne sais pas si vous avez la même chose en Suisse. C'est un Donc, petit peu différent, mais STAPS, on connaît bien. oh, vous connaissez bien, ok, super. Donc, j'ai fait bac plus 5. J'ai obtenu mon master. Mhm, Après, j'ai fait plusieurs parcours professionnel. Donc, j'ai travaillé dans un club de rugby qui correspond à Fédéral 1. En gros, c'est troisième division mhm, dès la sortie du STAPS. J'avais fait mon stage aussi toujours dans le rugby au TPR. Donc, c'est un club qui était en seconde division à l'époque. Et après, j'ai bossé 3 ans dans des salles de CrossFit. Là, c'était plutôt pour faire du réseau, on va dire, mhm. pour construire de l'expérience et puis parce que euh, j'aimais bien le concept CrossFit à l'époque. Ça me permettait de coacher, de découvrir de nouvelles choses un petit peu qu'on ne voyait pas forcément en STAPS. Donc, tu vois, tout ce qui était mobilité élastique, automassage, Mhm. puis bon, les concepts de gym aussi, forcément, c'est intéressant d'apprendre ce bagage technique parce que, bon, à STAPS, la gym, on ne le travaille pas du tout et puis ça s'avère très intéressant pour la suite. Et au final, là, je m'en sers, par exemple, le travail de gym du CrossFit, je m'en sers pour préparer des gendarmes ou des pompiers, quoi. Donc, euh, donc, ça a été une très bonne expérience. Et puis, j'ai monté ma salle, donc Athletic Training Performance. C'était quoi, 3-4 ans après le STAPS. Mhm. Une fois que j'ai eu assez d'expérience, on va dire, et assez de réseau pour me lancer, puis il fallait des ressources aussi. Donc voilà. Donc, avant même de parler de STAPS, qu'est-ce qui t'a Ouais. attiré, toi, dans la préparation physique? Est-ce que tu étais athlète avant? Est-ce que ça a toujours été un intérêt pour toi? J'ai fait du rugby, j'ai fait du karaté à haut niveau, et c'est vrai qu'à 17 et 18 ans, j'ai voulu faire un petit peu de musculation pour le rugby, pour améliorer mes qualités physiques. Et c'est vrai que je suis tombé un petit peu là-dedans. Et au bout d'un an, j'ai carrément arrêté le rugby pour me focaliser que sur la muscu. Mhm. Et du coup, bon, ben, automatiquement, j'ai cherché partout des informations sur comment progresser, comment améliorer son volume musculaire, sa masse musculaire, comment améliorer sa force, etc. Donc automatiquement, après le lycée, je me suis dit, ben, c'est un STAPS qu'il faut que j'aille pour tout apprendre. Mhm. Donc j'étais en STAPS. Et au STAPS, j'ai découvert force athlétique et haltérophilie. Donc, nouvelle passion entre guillemets. Et donc, j'ai fait de la force athlée pendant 2 ans et 3 ans d'haltérophilie en parallèle, un petit peu, je faisais les deux. Mhm. Donc, là aussi, nouveau domaine, plein de choses à apprendre qui étaient très intéressantes. Et puis, du coup, au fur et à mesure, la préparation physique s'est fait, le coaching, etc. Donc, voilà, je me voyais vraiment partir là-dedans. Et voilà, c'est une passion, quoi, depuis, ça va faire 11 ans que je suis dans le milieu de la muscu, de l'haltéro, de la force, quoi. Donc voilà, ça fait partie intégrante de ma vie. Et puis tout ce qui est coaching, voilà, encadrer les gens, les faire progresser, les amener d'un point A à un point B, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y a des retours qui sont toujours gratifiants, donc que ce soit des personnes sédentaires ou des sportifs de haut niveau, voilà, Mhm. c'est vraiment un plaisir. Donc actuellement, je suis dans l'optique, je vais à la salle tous les jours pour coacher, mais j'ai pas l'impression d'aller au travail, quoi. Donc, je vis pleinement de ma passion. Donc, c'est juste génial, quoi. Ça, c'est une chance quand tu peux te lever, aller au boulot Ouais, et pas avoir l'impression d'aller au boulot du tout. Euh, totalement, pour totalement. revenir sur ton expérience de STAPS, est-ce Oui, que de mémoire, tu arrives à penser à peut-être un élément qui t'a le plus servi, que tu as appris en STAPS, que tu utilises encore aujourd'hui, peut-être au quotidien ou chaque semaine? Et ouais. ensuite, dans l'autre sens, quels étaient les plus gros manques que tu as vus dans ton parcours STAPS, étant donné toutes tes expériences après? Qu'est-ce qui manque vraiment dans la formation STAPS pour réussir comme préparateur physique, comme coach, si tu veux partir un petit peu dans les deux sens?
Clairement, ça va être tout le côté professionnalisation, quoi. C'est-à-dire que STAPS, c'est bien, c'est très théorique, mais une fois que tu as fini ta licence ou ton master, tu as enfin, du moins dans le STAPS où j'étais, peut-être que c'est différent dans d'autres, mais tu as un gros manque de bagage technique pour te lancer sur le plan professionnel, quoi. En gros, on te forme sur un cursus où tu as l'espoir de devenir préparateur physique dans le haut niveau, et puis une fois que tu as fini ton master, tu te confrontes à la réalité, et qui est tout autre en fait, parce que ben, du coup, tu te rends compte qu'aucun club professionnel ne veut de toi, et que te faire une place dans la préparation physique, ben, c'est très compliqué. Donc voilà, le plus gros manque du STAPS pour moi, c'est ça, et le côté nutrition. Euh, on avait très peu de nutrition, et les peu qu'on a eu, c'était très old school, quoi. C'était vraiment, on était loin de. Tu sais, j'avais lu quelques livres sur des nouvelles méthodes de plan alimentaire pour les sportifs, etc. Quand j'en Mhm. parlais aux profs, voilà, pour eux, c'était un autre monde. Il fallait surtout pas aller là-dedans, hein. C'était des fous un petit peu. Donc voilà, c'était un peu les deux gros manques du STAPS. Et au contraire, le STAPS, ça m'a beaucoup apporté. Ben, tu vois, pour l'haltérophilie, ça c'était vraiment super. J'ai passé mon BF3, donc c'est le diplôme d'entraîneur au STAPS de Tarbes. Mhm. Et du coup, là, ça c'est un gros bagage technique, quoi, qui me sert et qui m'a servi pendant très longtemps. Donc franchement, ça c'était vraiment un gros point fort, quoi. Si tu avais un conseil à donner pour les jeunes coachs qui sont maintenant en STAPS, peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire en parallèle pour pallier à ces manques-là, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Ah, déjà, ça va être trouver un stage qui est professionnalisant, où on sort un petit peu de ses habitudes. C'est-à-dire que là, je suis toujours en contact avec des étudiants. Voilà, si un étudiant qui fait du rugby depuis des années, je lui conseille de ne pas aller faire son stage dans le rugby, dans un sport qu'il connaît, de plutôt aller se confronter vraiment dans un milieu où il ne connaît rien du tout. Au moins, Mhm. ça l'oblige à réfléchir, à, à travailler et à développer, on va dire, sa capacité de réflexion. Euh, une structure plutôt professionnelle qui a vraiment des ambitions et des projets intéressants, parce que bon, si tu vois, nous sur Tarbes, on n'a pas trop de gros clubs, donc si tu Mhm. vas faire ta préparation physique dans un club de foot de 5e division, tu vas pas apprendre grand chose, il n'y a personne qui est motivé, etc. Donc voilà, l'importance du stage a son rôle dans la formation STAPS. Se documenter, bon, bien sûr, et puis pratiquer soi-même et mettre en application tout ce qu'on lit, en fait. Moi, c'est simple, ça fait longtemps que je m'entraîne. Et pendant que j'étais en STAPS, dès que je lisais quelque chose, la première chose que je faisais, ben, c'était tester sur 3 4 mois ce que j'avais lu, voir si ça marchait, etc. Donc, en fait, tu es ton propre cobaye, et c'est la meilleure des choses pour pouvoir progresser au final quand tu n'as personne à coacher, et pour éviter les erreurs plus tard, quoi. Donc, un bon stage et l'entraînement personnel, c'est, je pense, euh, deux choses essentielles pour un STAPS. Si tu devais penser à un ou des sujets à propos desquels tu as changé d'avis au fil du temps, peut-être tu avais des idées préconçues sur certaines choses, peut-être en sortant de STAPS même, et après au travers de tes expériences professionnelles, tu as changé d'idée, changé de bord un petit peu? Ouais, bah déjà, la nutrition. La nutrition, tu vois, quand tu viens du monde de la muscu, tu es beaucoup orienté sur les compléments alimentaires, un petit peu piégé par le côté marketing, etc. Donc, c'est vrai que, bon, au début, tu veux progresser, donc tu vas tester la protéine, tu vas tester le gainer, tu vas voir un petit peu ce qu'il y a du côté de la créatine, etc. Donc ça, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément dans les compléments qu'on trouvait la solution, mais plutôt déjà dans une base, dans un plan de diète, un plan de nutrition vraiment optimisé, ça suffit largement. Et Mhm. puis, il y a des compléments alimentaires qui sont essentiels et beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver sur le marché. Par exemple, une complémentation en oméga 3 a de très bons effets et coûte beaucoup moins cher que de prendre de la whey ou d'autres choses. Donc là-dessus, j'ai vraiment changé mon approche. Et puis, au niveau du volume d'entraînement aussi, donc là, on part un petit peu sur autre chose carrément, mais euh, je me suis rendu compte que vouloir faire toujours plus n'est pas forcément la solution. C'est-à-dire qu'on commence au début, on veut toujours progresser, du coup, on va toujours vouloir faire plus. Mhm. Et ça, j'ai beaucoup changé là-dessus. Voilà, il y a une notion de récupération qui est importante. Donc, moi, en tant qu'athlète, je m'oblige à prendre 2 jours de repos par semaine. Et souvent, sur mes athlètes aussi, voilà, j'essaie de beaucoup les cadrer, de les sensibiliser sur l'importance de la récupération. Donc, automatiquement, tout ce qui va être nutrition, hydratation, euh, tout ce qui va être étirement, automassage qui peut amener une meilleure récupération. Et puis les jours de repos, quoi, il ne faut pas hésiter à en prendre, faire de la récupération active si on veut quand même bouger et ne pas rester sans rien faire dans le canapé. Mais voilà, ça c'est aussi un point
sur lequel j'ai beaucoup changé, j'ai pris beaucoup de recul et qui au final s'avère très important. Et voilà un petit peu les sujets auxquels j'ai vraiment changé d'avis. Un petit peu l'haltérophilie aussi, et ça récemment. Euh, bon, ça a une part importante dans la préparation physique, mais c'est vrai que j'avais tendance à en mettre un petit peu souvent, beaucoup. Puis au final, bon, on se rend compte que de par l'aspect technique et la difficulté d'apprentissage de l'activité, pour en tirer tous les bénéfices, ça prend du temps. Donc des fois, on ne peut pas la mettre chez tout le monde. Mmh. Et autre chose que avec qui j'avais discuté sur c'était une conférence que faisait Aurélien Broussard dans la ville à côté de là où je suis. Et en fait, il disait que l'haltérophilie, c'est plutôt une production de puissance dans la verticalité. Et dans certains sports co, on cherche plutôt une production de puissance dans l'horizontalité. Et c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon approche dans la préparation des sportifs en fonction de là où ils produisent leur puissance. Et voilà. Donc des fois, je me calme un petit peu. J'aime bien l'haltéro, du coup je me dis bon, je me calme un petit peu, j'en mets un petit peu moins. On va essayer de travailler dans l'horizontalité autrement en trouvant d'autres exercices, quoi. Donc voilà un petit peu les sujets auxquels j'ai changé d'avis. Voilà, là comme ça, j'en vois pas d'autres. Mais voilà. On va revenir sur l'aspect de développer la puissance, l'explosivité pour tes athlètes. Je vais revenir sur un point que tu as mentionné, la récupération. Quelles sont les modalités que tu préconises en général autour de la récupération? On sait qu'il y a 1000 façons de la faire. Donc, quand on parle Ouais. d'utiliser soit des bains de glace, soit des massages, soit de l'automassage, etc., comment est-ce que tu cadres ça pour tes athlètes et comment est-ce que tu leur conseilles d'aborder ces phases de récupération? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Athletic Training Performance, on n'a pas de sauna, on n'a pas de bain de glace ou d'autres, de la cryothérapie, des choses comme ça, on n'en a pas. On n'a pas le budget et ça coûte beaucoup trop cher. Donc du Mhm. coup, on sensibilise nos athlètes sur des choses qui sont assez simples. Donc déjà, sur la qualité du sommeil. Donc ça, c'est très important. On leur dit qu'il faut bien dormir. Donc dès qu'on a un athlète qui ne dort pas très bien, on essaie de trouver des solutions et de comprendre pourquoi son sommeil est biaisé. La nutrition, donc ça aussi, on sensibilise beaucoup nos athlètes dessus. Donc on fait des séminaires, on travaille automatiquement sur leur plan alimentaire quand on les prend en charge. Ça, ça va de pair pour nous, c'est indissociable. Mhm. Donc on leur explique bien voilà, qu'une une alimentation trop acidifiante, mais on peut créer des inflammations. Donc automatiquement pour un sportif, c'est pas intéressant. Donc on essaie de bien leur faire comprendre que manger plutôt basifiant, ça a plus d'intérêt pour eux, pour la récupération aussi. Donc je disais sommeil, nutrition, hydratation, et puis après voilà, on les sensibilise beaucoup sur la mobilité, la récupération active, la récupération, prendre du temps pour écouter son corps, etc. Ça, c'est des choses qui sont essentielles et souvent les sportifs ne s'écoutent pas, quoi. C'est-à-dire qu'on a une douleur, je vais quand même essayer d'y aller, de faire ma séance. Donc là, je les prends direct en charge, je leur dis bon, t'as mal, c'est pas grave, il faut savoir se reposer. Et c'est aussi quand tu te reposes que tu construis et que tu progresses et que tu récupères. Donc il ne faut pas hésiter à récupérer. Donc voilà, c'est souvent ce discours-là que j'ai avec mes athlètes. Et puis après, dans la préparation physique qu'ils ont, il y a énormément de prophylaxie, c'est-à-dire que je mise beaucoup sur la prévention des blessures et sur le fait de maintenir l'athlète dans la durée et d'éviter qu'il se blesse trop facilement et trop à répétition, quoi. Mhm. J'aime bien que tu sois revenu sur les aspects nutrition, sommeil, stress environnant. C'est clair que pour moi, Mm. c'est la triade, si tu veux, de base. Et après, toutes les méthodes dont on peut parler, les massages, les bains de glace, etc., c'est du supplémentaire, c'est du complémentaire par rapport à C'est ces ça, choses de base. Donc, je pense que c'est super important que que tu mettes ça en avant avec tes athlètes et que tu aies parlé de ça directement. c'est tout à fait. Quelles ont été les erreurs que tu as fait en tant que coach à tes débuts qui peuvent peut-être aider les jeunes coachs soit qui arrivent dans la profession, soit qui sont un petit peu dedans déjà, euh, peut-être pour les aider à éviter ces erreurs-là. Euh, bon, ça en revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais à trop vouloir suivre la théorie, des fois, on fait des erreurs dans le sens où on a lu dans un livre que pour faire ça, il fallait faire ça comme ça, et il y avait telle méthode pour faire ça. Et des fois, on veut bêtement appliquer cette méthode à l'athlète qu'on coach, et au final, sans forcément prendre en compte l'athlète, etc. Et on se rend compte avec le temps et l'expérience, on fait des erreurs, du coup on s'adapte.
mais qu'au final, la théorie, c'est bien différent du terrain. Donc ça, c'est vrai que ça a été les premières erreurs que j'ai fait quand j'ai encadré certains athlètes, qui c'est surtout dû à un manque d'expérience. Au final, c'est des choses qu'on corrige au fur et à mesure avec le Mhm. temps. Donc, ouais, il faut faire attention. La théorie, c'est bien, mais il faut pas trop, s'y fier dedans et rester trop non plus trop focus dedans. Le terrain a son importance. Donc, en termes de conseils, bon, il faut appliquer la théorie. On est obligé de suivre la théorie. On ne peut pas inventer une méthode, par exemple, pour développer la force ou pour enseigner l'haltérophilie, mais voilà, il faut bien prendre le temps d'identifier son athlète et toutes les caractéristiques de son activité, etc., même son profil à lui, avant de se lancer dans vraiment. Moi, j'ai lu ça dans le livre, je vais directement mettre ça en application, hein, sur le. Et une autre erreur que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, ça va être plutôt une erreur de choix, on va dire, mais euh, j'aimais bien le rugby parce que, enfin, j'aime toujours le rugby, mais c'est un sport bon, collectif où en fait les athlètes ont vraiment des profils très complets. Mhm. Et je voulais à tout prix faire être préparateur physique dans le rugby. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'occupait d'un club professionnel, gérer plusieurs joueurs, etc. Et puis au final, la première expérience que j'ai eue en troisième division, ça s'est très bien passé, mais c'est plutôt moi au niveau de mes attentes, tout ça s'est mal passé dans le sens où je me suis rendu compte qu'en fait, très compliqué de gérer un groupe de 30 personnes, surtout quand tu n'as pas la structure idéale pour développer tout ce que tu veux, quoi. Mhm. Et puis il y avait une mentalité chez les rugbymen qui était très muscu, donc ils avaient du mal à aller sur des nouvelles choses, travailler autrement. C'était pas la vision de la préparation physique que j'avais, quoi. Tu les as 2 ou 3 fois dans la semaine, tu peux pas vraiment tout contrôler, donc au final, tu travailles avec 5-6 qui sont motivés, 5-6 qui viennent 1 ou 2 fois par semaine, d'autres Mhm. qui viennent jamais. Au final, tu te retrouves sur les séances collectives, ben, il y en a, ils ont bien travaillé, d'autres moyens, d'autres pas du tout, donc c'était vraiment. Voilà, c'était difficile à gérer, et du coup, je me suis dit, bon, mais le sport co, c'est fini, j'arrête, je pars plutôt sur du sport individuel. Je préfère avoir un rugbyman à préparer qui est ultra motivé, qui a vraiment envie de faire l'effort de venir chez Athletic Training Performance, de vraiment se préparer, où voilà, je peux avoir le contrôle sur lui, où je peux vraiment lui passer mes connaissances. Mhm. Et là, là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc après, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je sais pas, mais est-ce que j'ai mal géré? Est-ce que voilà, je manquais d'expérience? Je sais pas, mais voilà, c'est une expérience qui, qui m'a coupé un petit peu dans l'élan de ce que j'avais prévu, quoi. Mhm. Quels sont les éléments que tu as essayé d'apporter dans la préparation physique avec cette équipe de rugby qui, pour toi, étaient, on va dire, coulés de source, mais qui peut-être n'ont pas été aussi bien reçus par l'équipe par rapport à ce que tu pensais? Ouais, déjà, tout ce qui était travail de puissance musculaire, travail bas du corps, travailler les appuis, la coordination, faire de la prophylaxie, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans la salle il n'y avait rien de tout ça, quoi. Il n'y avait pas de piste pour faire du sled, il n'y avait pas de box pour faire de la plio, il y avait pas d'échelle de rythme. C'était voilà, de la muscu pure et dure, quoi. Bande Mhm. développée couchée, une presse. Et puis quand j'ai vu les gars qui s'entraînaient, c'était vraiment des séances de culturistes, quoi. Quand j'ai vu les séances de l'ancien préparateur physique sur le tableau, bon, c'était 5 x 10 développé couché, des quadriceps, des triceps, voilà, quoi. Donc moi j'ai vraiment voulu apporter cette notion de ben, on va travailler la puissance, on va travailler les jambes, c'est ce qu'il vous faut en rugby, on va travailler le gainage, on va faire un petit peu de haut du corps, mais ça va être plutôt. Les gars ils voulaient du haut du corps, ils voulaient faire des pecs, des épaules, des biceps, des triceps, voilà, il n'y avait rien d'autre qui comptait. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Donc j'ai pu prendre, il y a des joueurs qui ont suivi, hein, qui étaient intéressés. Donc eux, ils avaient de bons résultats, ils étaient contents en fait de leur prouver. Mais même si ces joueurs étaient contents, on n'a pas réussi et ça n'a pas impacté le reste de l'équipe en fait. Mhm. Ça n'a pas suivi. Et donc voilà, c'était un peu dommage. Mais c'est vrai que voilà, j'étais arrivé avec un peu cette philosophie-là. Et je pense que c'était pas vraiment ce que les gars recherchaient. Mais c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi un petit peu quand j'avais fait mon stage au master où là, le préparateur physique, il faisait carrément 10 x 10 au développé couché le mardi, 10 x 10 aux tractions le mercredi. Et, enfin, c'était une aberration totale. Mhm. Et
voilà, quoi. Il ne travaillait jamais les jambes, jamais d'explosivité. Et les ischios, il ne travaillait jamais. Enfin, il y avait des trucs, c'était fou, quoi. Et donc là, c'était il y a quelques années en arrière. Est-ce Ouais. il y a encore cette culture, on va dire, de la muscu à l'ancienne, entre guillemets, dans certains clubs de rugby, même à un niveau qui est assez conséquent en Fédéral 1, Ouais. ou est-ce que gentiment, on se dirige vraiment vers une prépa un petit peu plus intelligente de manière générale? Ça va dépendre du club, mais de manière générale, là, je suis par exemple des joueurs qui sont dans la région parisienne et qui, je pensais qu'ils allaient avoir, ils sont en Fédéral 1, ils souhaitent passer en Pro D2 dans la division dessus, donc ils ont quand même une grosse structure, et cetera. Donc je pensais qu'ils allaient avoir une bonne préparation physique et c'est vrai qu'il y a 2 joueurs qui m'ont contacté qui voulaient une prépa. Donc par curiosité, je demandais un petit peu ce qu'ils faisaient et bon, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, quoi, par rapport au club et aux ambitions. Je me suis dit: «Il va y avoir une bonne programmation, je vais Mmh. pouvoir apprendre des trucs et tout ça» et en final, je me suis rendu compte qu'il y avait un temps de retard. Donc c'était quand même 2 gars qui bossaient avec moi quand ils étaient dans la région, mais ils sont Mmh. partis, et c'est vrai qu'ils ont été déçus. Et là, actuellement, je prépare quoi? Une dizaine de joueurs de rugby. Donc, ils sont tous dans des clubs différents. Donc, il y en a en Île-de-France, il y en a sur la côte basque, etc. Et c'est vrai que tous préfèrent travailler avec la façon dont je les ai toujours initiés, avec travail d'explosivité, de puissance, etc. Et moins de renforcement musculaire. Mmh. Ils se sentent mieux et tu vois, ils sont quand même revenus vers moi parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient dans leur club, quoi. Et je me suis rendu compte que ben, c'était toujours de la muscu, toujours du renfort et il n'y a pas trop ça, quoi. Après, c'est pas une généralité, bien sûr. Il y a des clubs qui font ça très bien, Mmh. mais bon, il y en a. Voilà, on est encore dans cette vieille méthode d'entraînement, etc. Donc, même les étudiants STAPS que j'ai eu des retours, ils ont été dans des clubs, voilà, ça bouge pas, quoi. C'est quand même figé et on a toujours cette méthode-là, quoi. C'est un petit peu dommage parce que quand on voit ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres niveaux aussi, mais on se dit qu'on a un petit peu de retard, quoi. C'est comme ça. Ça laisse un petit peu de potentiel de développement. Donc, comme tu as dit, C'est ça. tu travailles avec beaucoup de joueurs, de beaucoup de sportifs individuels, donc un avec eux. Quand tu approches un athlète ou quand un athlète t'approche pour sa préparation physique, pour toi, quels sont tes principes fondamentaux autour de la préparation physique? Quelle est ta vision de la préparation physique? À quoi ça sert? Et après, comment est-ce que tu l'appliques de manière spécifique à tes athlètes? Pour moi, la préparation physique, c'est développer le potentiel de l'athlète et qui devienne plus athlétique, plus performant dans son sport, quoi. Vraiment, en prenant en considération son poste et les exigences de son activité, quoi. Ça, c'est vraiment, je pense que mon rôle il est là. Mais surtout, c'est répondre aux besoins de l'athlète, quoi. C'est-à-dire que quand l'athlète vient me voir, la première chose que je lui demande, je lui dis c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes faiblesses, dans quel endroit tu veux progresser. Et l'athlète va me dire ben voilà, moi je veux progresser là, 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 je sens que j'ai des faiblesses là, que si j'améliore ce point, je vais progresser. Donc voilà, c'est vraiment une écoute, une prise en considération de ce que l'athlète a besoin, de ce que l'athlète ressent et de ce que l'athlète aime aussi, hein, parce que je pense que quand on s'entraîne, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et c'est vrai que voilà, c'est important d'écouter son athlète. Donc c'est vrai qu'il y en a certains, bon, ils vont préférer faire des circuits, il y en a qui vont préférer faire un exercice avec des séries, il y en a qui vont préférer faire le cardio d'une telle ou telle forme. Donc même si c'est moi qui vais tracer et qui vais les faire progresser via le plan d'entraînement. Voilà, j'essaie de prendre en considération leurs souhaits pour que si la programmation leur plaît, ils vont s'y investir à 100% à l'intérieur et les résultats seront encore plus optimaux, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, un des principes essentiels, c'est l'écoute de son sportif et savoir Mmh. s'adapter à ce qu'il a besoin. Bon, le rendre plus athlétique, bien entendu, et pas le rendre plus. Voilà, moi, ce que je dis, c'est que la carrosserie fait pas le moteur. Donc, on s'en fiche un petit peu de savoir si il a les abdos, savoir s'il a de jolis pecs, s'il moule bien le maillot. Non, ce qui compte, c'est que sur le terrain, il soit efficace et qu'il y ait une performance, que le moteur soit au top, quoi. Mmh. Donc, voilà, ça, je leur dis souvent. Et c'est une phrase qui me ressort souvent aussi et qui comprennent. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et puis bon, si le carrosserie, si l'esthétique vient après derrière, tant mieux, mais je veux bien leur faire comprendre que l'objectif premier, voilà, c'est performance et il faut penser d'abord à ça.
Après, ça va être tout ce qui est prophylaxie, hein, donc ça, j'en parle depuis le début, mais pour moi, c'est donc ça, j'en parle depuis le début, mais pour moi, c'est, euh, c'est le nerf de la guerre quoi, dans la préparation physique, quoi. C'est prévenir les blessures et les anticiper, donc c'est pas facile. Mhm. Mais là, par exemple, j'ai un rugbyman, ça fait 6 ans que je le suis, et il n'a pas eu de blessure grave qu'on peut éviter en faisant une bonne préparation physique. Bon, ça lui arrive de se faire une fracture ou une entorse de temps en temps, parce que bon, c'est le rugby, c'est un sport de contact, on n'a pas le choix. Mhm. Mais voilà, il y a pas d'entorse, il y a pas de déchirure musculaire, il n'y a pas de ligament croisé ou une épaule qui va se disloquer ou des choses comme ça. On est vraiment, voilà, on évite les grosses blessures. Après, il y a des petits bobos auxquels on peut rien faire parce que le rugby, c'est un sport de contact. Donc, non, voilà, pour moi, je trouve que c'est gratifiant, quoi. 6 ans en Fédéral 1, donc troisième division en France, c'est quand même. Il est titulaire, il joue quasiment tous les matchs et tout, donc Mhm. voilà, je trouve que c'est gratifiant et que c'est un bel exemple de longévité, donc j'espère que pour lui, ça pourra durer. Ça pourra durer. Tu as parlé de Euh, la... Vas-y, vas-y. non, vas-y, je t'écoute. Tu as parlé de la responsabilisation en gros des athlètes et de les inclure dans le processus de création du plan d'entraînement pour leur donner une part de responsabilité pour qu'ils soient engagés dans le programme, pour qu'il y ait des éléments qu'ils apprécient aussi, parce que comme tu as dit, le plus important, c'est que sur le long terme, les athlètes continuent à s'entraîner. C'est bien beau d'avoir le programme parfait sur 2 mois, mais s'ils se font chier tout le long, eh ben, il y a moins de chances de gagner que si ça leur plaît. Donc, comment est-ce que tu apportes ces opportunités à l'athlète? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu demandes, est-ce que tu préfères plutôt ça ou ça? Comment est-ce que tu leur donnes cette part de input, si on veut, dans le programme? Comment est-ce que eux ils peuvent contribuer à cette création-là? Ouais, c'est tout simplement avec des questions, hein. C'est-à-dire que clairement, quand je décide de partir sur un nouveau cycle, bon, là par exemple, on est en plein confinement en France, donc toutes les programmations se sont arrêtées Mhm. et 80% des athlètes se retrouvent à travailler à poids de corps. Donc c'est vrai que là, ben, c'est un entretien avec chacun et leur demander ce qu'ils veulent faire, quoi. Est-ce que ça, tu veux travailler à poids de corps? Est-ce que tu veux faire plutôt quelque chose qui est orienté musculation? Est-ce que tu sens que tu veux mettre à profit cette période pour faire un petit peu d'hypertrophie et travailler ton cardio? Est-ce que voilà, on va chercher chez chaque personne un petit peu ses besoins, ses ressentis et on va essayer de construire en fait avec leurs sentiments et puis surtout voilà, dans une période comme ça, ils ont besoin de dire et ils vont avoir besoin de faire quelque chose dans lequel ça va leur plaire et pour pouvoir continuer à s'entraîner, quoi. Mhm. C'est-à-dire que si il sait qu'il va pouvoir s'entraîner en faisant un petit peu de crossfit ou de cross-training, euh, je vais pas lui imposer de la musculation pure et dure à poids de corps. Et voilà, ça va pas lui plaire, il va pas le faire. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'est vraiment un échange quotidien avec tous les athlètes. Et puis bon, des fois, ça peut arriver. En fait, je fais des blocs de 3 semaines et une semaine où on réajuste le programme et on repart sur un bloc de 3 semaines. Ça Mhm. permet d'éviter tout ce qui est lassitude et puis à chaque fois, j'essaie d'incorporer de nouveaux exercices. Donc c'est ça aussi le métier de préparateur physique. Donc j'essaie de tous les mois en gros de changer d'exercice, quoi. Si sur on fait du single leg deadlift sur la phase précédente, sur le prochain cycle j'essaie de changer un petit peu l'exercice et de trouver quelque chose un petit peu de différent et qu'ils n'ont jamais fait ou quelque chose comme ça, quoi, histoire d'avoir un nouvel exercice et de toujours stimuler la motivation, etc., quoi. Mhm. Donc ça aussi c'est important, quoi, histoire de ne pas tourner en rond tout le temps. Automatiquement, il y a des exercices qui vont revenir, mais tu changes le format ou des choses comme ça, et ça permet de vraiment les garder en haleine et de se dire, bon, ben, voilà, le programme, il bouge, il est intéressant, je ne m'ennuie pas à faire tout le temps la même chose, quoi. Mhm. Quelle est ton approche de la préparation physique pour un sport que tu ne connais pas encore? Donc, si un athlète t'approche qui vient d'un sport avec lequel tu n'es pas familier, quelle va être ton approche pour construire le meilleur programme possible pour eux? Euh, Ça, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Bah, déjà, c'est quand tu connais pas le sport, c'est découvrir le sport. C'est-à-dire que il y a des fois où tu vas te contacter et tu connais pas vraiment pas le sport. Et déjà, voilà, c'est comprendre.
comprendre le sport, c'est-à-dire déjà au niveau des règles, comment ça se passe, le déroulement des compétitions, la durée des épreuves, le nombre de compétitions qu'il va y avoir sur l'année, etc. Ensuite, ça va être comprendre, on va dire, tout ce qui est le mouvement, le geste, les exigences du sport en question. C'est-à-dire que, est-ce que, je sais pas moi, ça va être une dominante sur le bas du corps, une dominante sur le haut du corps, est-ce que le gainage est sollicité, comment, est-ce qu'il y a une importance de la stabilité, est-ce que, voilà, on va se poser plein de questions. Une fois que, après, il faut déterminer bon, le poste de son athlète aussi, hein, parce que dans un même sport, il peut y avoir plusieurs postes qui ont des exigences différentes. Mhm. Donc, on va se focaliser vraiment sur la partie de notre athlète. Et là, on va essayer de comprendre là aussi voilà, les mouvements qu'il va le plus réaliser, les conséquences qu'il va y avoir. Est-ce que ça va créer des déséquilibres musculaires ou pas? Est-ce que, comment on pourrait faire pour améliorer ce geste? Comment on pourrait faire pour optimiser ce geste? Voilà, c'est toute une réflexion qu'il faut mettre en place pour vraiment comprendre, on va dire, les exigences du sport et du poste de l'athlète. Une fois que ça c'est fait, mais il y a toujours pareil, on va discuter avec l'athlète, on va comprendre, on va essayer de comprendre l'athlète sur sa niveau, sur son plan personnel, sur sa façon de gérer sa semaine, sur ses besoins, les habitudes qu'il avait avant, c'est-à-dire est-ce qu'il s'entraînait 3 4 fois par semaine, est-ce qu'il s'entraînait qu'une fois, Mhm. les blessures qu'il a eues aussi, ça c'est très important. Il y a souvent on prend un athlète en prise en charge et puis on ne va pas lui demander ses blessures passées et puis on se rend compte plus tard qu'il y a des déséquilibres ou qu'il y a des blessures qui traînent. Donc ça, c'est très important, voilà, dès le début, d'identifier le passé des blessures, des pathologies, histoire de vite rectifier le tir et de corriger tout ça. Connaître ses habitudes alimentaires et un petit peu essayer de s'immiscer pas dans sa vie privée, mais savoir est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien, comment il gère son travail, est-ce il est anxieux par rapport à ça, etc. Ça va avoir des impacts aussi sur la performance. Donc voilà, une fois qu'on pose toutes ces questions, qu'on découvre un petit peu tout ça, il faut aussi prendre en compte le calendrier, je pense, Mhm. qui en fonction du sport, ça va être essentiel, hein, parce qu'il y en a qui vont avoir une échéance toutes les semaines, il y en a qui vont avoir tous les mois, il y en a qui vont avoir tous les 6 mois. Donc ça aussi, ça permet de s'imaginer un petit peu comment va se passer le programme et la planif. Mhm. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on va déterminer, on va dire, une ligne de conduite qui va nous permettre de dessiner une planif et de savoir à peu près comment on va encadrer et gérer son athlète sur la période dans laquelle il veut travailler avec nous. Donc pour passer là-dessus, pour parler un petit peu de planification, comment est-ce que tu organises une semaine d'entraînement pour tes différents sportifs? Et si tu peux peut-être donner un exemple pour un rugbyman, par exemple, et après un ou deux autres exemples avec des sports un petit peu différents qui requièrent une planification un petit peu, ben, voilà, qui ne serait pas la même que celle que pour un rugbyman, par Je exemple. dirais que rugbyman. Pour le rugbyman, une semaine, on va prendre en saison parce que c'est le plus intéressant, Mhm. parce qu'il y a la prise en compte du match, on va dire. Mhm. Euh, Début de semaine, il y a toujours une récupération active, que ce soit le lundi ou le mardi, en fonction de quand l'athlète peut s'entraîner. Il y a une récupération active. Bon, même s'il y a un débat sur la récupération active, est-ce qu'ils ne vont pas la faire de suite après le match ou le lendemain, etc. Mhm. Voilà. Souvent, l'athlète, il arrive le lundi ou le mardi, il a des courbatures, il est fatigué. On voit que la motivation, elle est au fond du seau, donc surtout s'ils ont perdu, etc. Donc, il faut prendre aussi en compte le fait que est-ce qu'ils ont fait la fête ou pas le samedi soir après le match. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, récup active, mobilité, automassage, un petit peu de cardio, un petit peu de muscu, vraiment très légère où on va pas forcer, quoi. On va faire un petit 3x10 sur chaque groupe musculaire en full body. Voilà, l'athlète il est content, il est venu faire sa petite séance, il se remet en route pour la semaine. Mhm. En général, le mardi ou le mercredi, ça va être développement des qualités neuromusculaires. Donc on va faire beaucoup de puissance, de la force aussi. Euh, Parce que voilà, je fais faire de la force en saison aussi chez les athlètes. Alors je fais pas un gros volume de force, mais je fais souvent de la monosérie. C'est-à-dire qu'on va faire une gamme montante et on va les stimuler. On va faire du box squat, on va faire voilà, pas forcément un volume important, mais on va miser sur la qualité. Mhm. Ou un peu de méthode bulgare. Voilà. En gros, le mardi, le mercredi, on se focalise sur ça. Renfort des ischios aussi, chaîne postérieure, gainage. Voilà. Ça, c'est vraiment
Le bloc du mardi, mercredi, on travaille comme ça, Mhm. parce que ça laisse 2 ou 3 jours pour récupérer derrière. Normalement, il n'y a pas de souci. Le jeudi, c'est récupération active. Alors, soit c'est récupération active vraiment active, c'est-à-dire que voilà, on va faire un cardio, on va faire une séance de muscu, mais voilà, toujours avec intensité modérée. On vient pour bouger, travailler un petit peu. On fait un peu pas mal de prophylaxie aussi, donc tout ce qui va être travail de stabilité de l'épaule, coiffe des rotateurs, etc. Mhm. S'il n'y a pas de match le week-end, le jeudi en général, c'est séance cardio intense. Donc on tape vraiment dans la haute intensité. Et après, vendredi, samedi, pareil, on repart sur une stimulation, j'appelle ça stimulation neuromusculaire, c'est-à-dire que je viens vraiment travailler avec de la plio, de l'explo, des exercices qui vont demander un recrutement nerveux qui est important pour vraiment Mhm. stimuler la tête. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, les athlètes me le demandent souvent une fois que je leur ai fait tester. Ils aiment bien la veille du match, voire le matin du match, faire de l'haltéro ou de l'explo. Donc, pas forcément avec un gros volume d'entraînement, mais voilà, on va travailler sur ce côté-là. Et c'est vrai qu'ils aiment bien ça. Ils ont l'impression d'être stimulés pour le week-end. Mhm. Donc, voilà, je pense qu'il y a un effet de potentiation derrière qui fait que nerveusement, après, ils ont un gain pour le match. Et j'oublie peut-être un truc aussi, ouais, le vendredi, je mets beaucoup de travail de vivacité, coordination. On travaille aussi un petit peu la réactivité, la vision, voilà, des choses un petit peu différentes qui sont importantes. Mhm. Puis voilà, il y a toujours de la proprio, il y a toujours, mais ça c'est un peu partout dans la semaine. Il y a, voilà, un échauffement, ça va être de la proprio, après ça va être en fin de séance, voilà, il y en a un petit peu tous les jours, ça c'est indispensable, comme la prévention de blessures, quoi. Mhm. Voilà un petit peu comment j'organise les semaines sur les athlètes. Bon, après, les séances diffèrent hein, d'un athlète à l'autre en fonction bon, de ce qu'il a besoin, etc. Mais en gros, la trame, on va dire, elle est dans ce sens-là pour le rugby. Euh, Après, pour les sports individuels, qu'est-ce que j'ai comme sport individuel qui nécessite BMX. J'ai une fille qui a un BMX, qui est sportive de haut niveau en BMX. Mhm. Donc, elle, par exemple, là, avant le confinement, elle était partie à l'INSEP et à l'INSEP, il lui avait demandé de prendre du poids parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids, elle s'était affûtée, elle a gagné beaucoup en puissance, mais elle a un petit peu trop perdu. Donc là, automatiquement, on est obligé de faire une phase un petit peu d'hypertrophie. Donc, on est parti un petit peu sur un programme muscu où on travaillait le jour 1, on faisait de la force quand même sur le bas du corps, avec toujours un petit peu de plio en amont. Le jour 2, c'était plutôt le haut du corps, mais un renforcement musculaire visé hypertrophie. Et on faisait quand même un petit peu d'explo avec du push-press, par exemple. Donc, Mhm. je trouve le push-press très intéressant. Ça permet d'inclure toujours une notion de puissance, mais en incluant un peu plus le haut du corps, enfin, même si c'est initié avec le bas du corps, mais le fait de finir en overhead, bon, mais automatiquement, derrière, on peut enchaîner avec du développé couché, du strict press, donc c'est intéressant. Mercredi, on repartait sur une séance jambes, mais plus focus sur chaîne postérieure Mhm. et tout ce qui était gainage. Jeudi, récup active. Donc là, elle partait faire du vélo, sortie longue, VTT de route, elle aimait bien ça. Elle voulait qu'en faire 2 fois par semaine. Donc voilà, le jour de récup active, c'était le jour idéal pour aller faire du vélo. Donc elle partait pédaler. Le vendredi, on faisait une séance haut du corps et le samedi, on refaisait une séance vraiment plus light, mais un peu full body avec de l'explo, un petit peu de circuit training, un petit peu du gainage, des exos fonctionnels, etc. Histoire de gagner, de garder ce côté athlétique quand même et de ne pas faire que de la muscu et perdre la capacité qu'a le corps à bouger, etc. Et Mhm. dimanche, récupératif, donc là c'était libre aussi, si elle voulait aller refaire du vélo, vous pouvez repartir faire du vélo, etc. Voilà un petit peu sur un sport indiv, comment ça se passait, quoi. Dans un objectif prise de poids, on va dire, pour le BMX. Pour ton athlète dans le BMX, quels seraient peut-être les exercices qui ont un gros transfert sur le vélo, sur le BMX, auxquels les gens ne pensent pas nécessairement quand ils pensent prépa physique pour le BMX? Ouais. Moi, j'aimais bien tous les exos de gainage et c'était vraiment intéressant cette année parce que on se creuse la tête pour retrouver des situations de gainage qui essaient de représenter le BMX. Mhm. Donc, c'est vrai que j'avais bricolé un truc avec un banc et avec une barre qui était en équilibre sur le banc et elle avait les pieds sur un Swiss ball. Donc, on était vraiment en position 4 pattes quadrupédie où voilà, elle essaie de stabiliser, etc. Donc, on avait travaillé le gainage comme ça et plein d'autres exos. On a même utilisé un skate pour essayer
de faire un gainage où il y avait dissociation sur le haut et le bas du corps, donc le haut du corps qui bougeait avant-arrière et le bas du corps qui bougeait sur le plan latéral, par exemple. Mhm. Donc, voilà, on essaie d'utiliser un skate, qui n'est pas forcément un outil de préparation physique auquel on pense, qui est tout simple et qui donne de très bons résultats. Mhm. Donc voilà, c'est de l'innovation, c'est pas forcément des exercices traditionnels, mais en termes de transfert, elle sentait que ça avait ses effets. Et sur le vélo, voilà, elle sentait beaucoup plus gainée, beaucoup plus stable dessus, quoi. Donc ça, c'était pour le côté inédit, mais bon, après, sinon, il y a des exos classiques par exemple du squat en isométrie pour bien travailler l'appui sur la pédale quand il ne faut pas bouger et tout gainer. Voilà, ça c'est sur un Bosu, voilà, c'est des choses qu'on travaille aussi. Ouais, une fois, je l'ai même fait faire des overhead squats sur un Bosu et avec des élastiques et des kettlebells qui pendaient de chaque côté. Donc là, on était vraiment dans une situation complètement instable. Mhm. C'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux en termes de transfert parce que bon, mais on fait jamais du vélo avec les bras au-dessus de la tête, mais elle, voilà, elle sentait que et ça aussi, c'est important, hein, c'est dès qu'on fait un exo, il faut de suite prendre en compte le feedback de l'athlète, savoir est-ce que l'athlète va avoir ce retour, sans que cet exercice va lui apporter. Il y a des Mhm. fois, il va clairement dire non, cet exercice va me servir à rien, je pense. Donc, s'il ne le sent pas, voilà, on ne le fait pas. Mais là, c'est vrai que celui-là, cet exercice, elle pensait que ça pouvait l'aider. Donc, voilà. Il y a aussi peut-être un côté psychologique qui fait que placebo un petit peu, si elle pense que ça va marcher, peut-être qu'automatiquement derrière, il y aura un impact. On ne sait pas, mais bon, voilà, c'était fun à faire, donc on l'avait fait et elle s'était éclatée dessus, donc c'était le principe. Non, je pense que c'est un point qui est important à relever, le fait que toujours savoir comment l'athlète perçoit l'exercice, Mm, parce mm, que ça peut être le meilleur exercice de ton point de vue, mais si l'athlète il voit absolument pas pourquoi on le fait et il ressent rien du tout et il sent qu'il n'y a aucun transfert, c'est vrai que c'est peut-être que ça va quand même apporter quelque chose, mais c'est vrai que même le fait simplement que psychologiquement l'athlète n'adhère pas complètement à l'exercice, ça fait on n'atteint pas nécessairement le plein potentiel de cet exercice ou du tout temps à de fait. travail qu'on a alloué à cet exercice. C'est ça. Il va pas, enfin, pour moi, il ne va pas donner son plein potentiel dans l'exercice et il ne va pas en tirer tous les bénéfices. Donc, si ça ne lui plaît pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Et Mhm. à nous de nous adapter, de nous remettre en question, et de trouver quelque chose qui va vraiment pouvoir le mettre dans un bon contexte pour créer des adaptations et de la performance derrière. Est-ce que tu peux parler de tes méthodes favorites pour développer la puissance et l'explosivité dans tes athlètes? On va peut-être prendre tes athlètes de sport co, peut-être des rugbyman par exemple, qui sont Ouais, sur pied plutôt que sur vélo. Comment tu développes ces ouais, qualités-là? ouais. Bon, après, même, tu vois, même sur vélo, on va travailler quasiment de la même façon. De toute Mhm. façon, la puissance, j'essaie de taper dans tout le spectre de la puissance, c'est-à-dire que il faut travailler en vitesse, il faut travailler en force, et puis il faut travailler aussi au milieu. Donc, j'essaie de tout cibler. Et j'aime bien utiliser la méthode Bulgare, parce que c'est un petit peu un gain de temps, c'est-à-dire que je fais faire en gros, une série, par exemple, en squat, en box squat, lourde à un haut pourcentage du 1RM, donc ça peut aller de 80 jusqu'à 90%, jamais au-dessus. Mhm. Et je contraste derrière avec un exercice à poids de corps ou un exercice en hyper vitesse. Ça fait 2 ans que Aurélien Broussal vient en parler sur Pau dans ses conférences et c'est vrai que c'est intéressant. Donc je ne sais pas si l'hyper vitesse ça te parle, mais c'est Ouais. un peu en train de venir. Là, on voit de plus en plus de vidéos et tout. Ça sort un petit peu en ce moment. Donc voilà, pour moi, j'en avais parlé avec Aurélien Broussal aussi. Ça permet en une séance de travailler tout ton spectre de ta puissance et ça permet de gagner du temps, quoi. C'est-à-dire que quand tu sais pas trop, que tu n'arrives pas trop à déterminer le profil force-vitesse de ton athlète et tu sais pas trop si tu dois bosser en force, si tu dois bosser en vitesse, quand tu n'as pas de machine pour déterminer, c'est un petit peu compliqué. Donc, Mhm. bon, très souvent, c'est la force qu'il faut améliorer, mais des fois, c'est la vitesse. Bon, quand tu sais pas et quand tu n'as pas les moyens de le déterminer, même s'il y a par exemple, il y a l'application MyJump et j'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois. Bon, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une bonne corrélation et de vraiment déterminer voilà, est-ce qu'il faut bosser la force ou la vitesse. Mhm. Pour moi, la méthode bulgare, bah, au moins tu fais de la force et de l'hyper vitesse, tu tapes dans les deux extrêmes et tu es sûr que voilà, au moins tu vas travailler ta puissance. Et après, j'aime bien utiliser la Plio. Alors, la Plio, je l'utilise
pas chez les personnes qui ont une surcharge pondérale ou qui sont vraiment très massifs parce que bon, mais on va être plutôt, par exemple, sur de la force, de la puissance force. Mais voilà, si on veut taper sur la puissance vitesse, plutôt chez les gens légers. Voilà, tout ce qui est plio, jump, ça c'est drop jump, CMJ, et cetera. C'est des choses que j'utilise beaucoup. Mhm. Déjà c'est ludique, les athlètes adorent. Et puis voilà, au moins en termes de puissance, on sait quand on tape dans la bonne zone. Donc voilà, j'aime bien utiliser ces méthodes. C'est vraiment des choses qu'on retrouve souvent dans les programmes que je propose, quoi. Est-ce que tu peux parler des profils plus côté personnalité que qualité athlétique, donc les personnalités des sportifs qui, de ton point de vue, progressent le plus vite? Est-ce qu'il y a certaines, on va peut-être parler pas de qualité personnelle, mais de traits de caractère qui font qu'un athlète va progresser plus vite qu'un autre? Ouais, bah, il y a toujours le côté motivationnel, confiance en soi qui va, on va vite le voir on va dire chez un athlète qui a confiance en lui, qui sait où il Mhm. veut aller, qui est vraiment motivé. Il va vraiment se consacrer à la préparation physique. Il va prendre ça à cœur et il va faire ça bien. Donc automatiquement, il y a une facilité de progression qui est plus importante qu'une personne qui a pas trop confiance en soi, qui hésite toujours un petit peu sur l'exercice. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux pas monter? Est-ce que ça, il faut le faire comme ça? Est-ce que voilà, c'est des personnes qui doutent un petit peu et qui automatiquement se freinent un petit peu dans la progression et dans l'entraînement. Donc voilà, c'est vrai que quand on prend un entretien un athlète, on sait déjà quel athlète va vite progresser et celui qui va moins vite progresser, quoi. Donc euh, il y a aussi, on va dire, comment on pourrait dire, c'est l'aspect personnalité euh, sur le terrain aussi, c'est-à-dire que comment l'athlète va s'exprimer sur le terrain. Est-ce que, moi j'ai vu des athlètes qui avaient un potentiel athlétique énorme, mais qui sur le terrain avaient peur ou qui se faisaient manger entre guillemets par les autres qui avaient un peu plus de caractère et qui avaient du mal à s'exprimer du coup sur le terrain parce que ben, ils n'arrivaient pas à se mettre assez en avant ou des choses comme ça. Donc là, Mhm. on est plus sur de la préparation mentale, on va dire, où on va essayer de briefer l'athlète, de lui faire comprendre qu'il a du potentiel, qu'il ne faut pas qu'il hésite à se mettre en avant, qu'il se visualise aussi positivement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec. Donc tout ça, c'est vrai que quand tu as l'athlète en face de toi et qu'il te parle et qu'il bon, tu te dis qualité athlétique, ouais, lui, il va être pas mal et tout, c'est vrai que si tu creuses pas sur le côté mental, tu peux pas savoir vraiment comment est l'athlète, hein, parce qu'au final, voilà, là, j'avais un joueur de rugby qui était en équipe de France A7. Mhm. Et ils l'ont sorti de l'équipe de France à 7 sans forcément lui donner une raison valable. Mhm. Et c'est vrai que psychologiquement, ça l'a mis un peu dedans. Et il a eu une perte de confiance en lui et ça a été compliqué. Il a fallu un an pour remettre un processus en marche mental où voilà, il va falloir qu'il gagne, qu'il marque des essais, qu'il ait envie de progresser, etc. pour retrouver un palier, quoi. Donc, Mhm. c'est athlétiquement, il était hors norme hein, parce que quand on voit ses essais, ses compiles sur YouTube, voilà, il avait des qualités de fou. Mais je pense que voilà, confiance en soi et psychologiquement, et il était un peu en dedans et il s'est fait manger sur ça par d'autres joueurs qui lui ont pris la place sûrement. Et voilà, le fait de se retrouver d'équipe de France en Fédéral 1, ça lui a mis un coup d'arrêt Mhm. complet. Donc, il a fallu une année de tout reconstruire Donc, lui, on travaille plus sur l'aspect mental que sur l'aspect physique au final. Mhm. Donc voilà. Donc ça, tu parles de l'aspect terrain, tu parles d'athlètes de haut niveau qui peuvent avoir ces soucis-là au niveau psychologique, de la perception de soi, le niveau auquel ils sont. Pour quelqu'un qui peut-être débute dans tout ce qui est de l'entraînement et qui a un manque de confiance en lui ou en elle, quels sont peut-être les outils ou les façons de parler euh, les conseils que tu peux donner en tant que coach dans l'environnement de ta salle d'entraînement qui peuvent aider quelqu'un à gagner en confiance, à prendre peut-être un petit peu plus sur eux en termes voilà, comme tu as dit, responsabilisation de la personne, du client, de l'athlète, savoir quand ils peuvent monter un petit peu plus la charge, pas que ce Mm. soit tout le temps toi qui doivent dire allez, on fait un petit peu C'est ça. plus. C'est Voilà, ça. comment est-ce que tu apportes ça à quelqu'un qui est un peu plus novice dans le domaine?
Mais là, je prends par exemple le cas de Timothée, c'est un jeune qui vient dans ma salle, qui n'avait pas un niveau sportif particulier, il est juste venu pour se remettre en forme. Et c'était un garçon qui avait un gros manque de confiance en lui, qui était très introverti, bon, il parlait à pas beaucoup de monde, il avait du mal très timide, il avait du mal à approcher les autres, très renfermé, etc. Mhm. Et c'est vrai que quand je l'ai pris en coaching, donc au début, il voulait perdre un petit peu de poids, etc. Mais je me suis vite rendu compte que il avait un potentiel de force. Bon, il est petit, hein, il fait moins de 1,65 m et il fait une soixantaine de kilos, donc c'est un très petit gabarit. Mais je Mhm. me suis vite rendu compte qu'il avait un potentiel en force athlétique. Et en fait, voilà, moi je l'ai pris on va dire, je lui ai dit, écoute, on va faire quelque chose, on va faire de la force athlétique. Donc il ne connaissait pas du tout. Je lui ai expliqué ce que c'était et je lui ai dit, maintenant je vais te faire un programme de force athlétique et on va essayer d'améliorer tes max. Et je lui ai fixé des objectifs. Donc je lui ai fixé des objectifs hauts, 100 kg développé couché par exemple. Donc pour 60 kg de poids de corps, ça fait quand même assez haut. On a visé 130 en squat et 150 en soulevé de terre. Donc pour lui, ça faisait même pas 6 mois qu'il était dans la salle de sport, il soulevait tout juste 100 kg au soulevé de terre, il se disait, bon, c'est énorme. Mhm. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du programme, au fur et à mesure qu'il progressait, eh ben, il a pris confiance en lui et là, bon, il a atteint ses objectifs en une année. Et en termes de confiance, bon, on a aussi travaillé mentalement avec lui, on l'a accompagné, on l'a fait un coaching de vie, etc. Mais c'est une personne qui a changé, qui a pris confiance et qui aujourd'hui a repris le rugby, parce que c'est un ancien rugbyman, qui sent que ce qu'il a fait à la salle lui apporte. Donc les gens au rugby lui disent que maintenant il a progressé, qu'il voit qu'il a des qualités physiques, qu'il est athlétique, etc. Donc pour lui, tout ça, c'est un plus qui fait que il a changé mentalement. Et Mhm. voilà, bah, c'est un accompagnement sur année, c'est-à-dire que il faut faire comprendre à la personne qu'elle a un potentiel, que chaque personne peut progresser. Et voilà, c'est de la discussion, c'est du travail, c'est de la mise en place d'objectifs, c'est accompagner la personne tous les jours jusqu'à atteindre son objectif. Et voilà, il y a des gens comme ça qui voient l'apport du sport dans leur personnalité et chez qui on constate un changement de comportement qui est assez important, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un bel exemple avec, euh, avec ce jeune qui est venu à la salle, là, qui a bien progressé. Donc on essaie de faire pareil avec d'autres personnes. Donc il y a des gens avec qui ça prend Mhm. et d'autres qui ne prennent pas, mais là c'est souvent l'aspect motivationnel qui rentre en compte et ça c'est vraiment le facteur le plus difficile à gérer, quoi. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas envie et que c'est compliqué vraiment des fois d'appuyer sur le bon levier, il faut trouver le bon levier qui va permettre de lever les peurs, les barrières qui empêchent la progression et une fois que c'est fait, bon, ça se fait un petit peu tout seul, on va dire, mais bon, des fois on met du temps à trouver le bon levier, quoi. Ouais, c'est ça. Faut trouver les bons boutons à pousser Ouais, c'est exactement pour ça. faire avancer la chose des fois. Mathieu, j'ai quelques questions un peu plus courtes pour terminer l'entretien aujourd'hui. Donc, si tu Ouais, peux essayer de répondre en une ou deux phrases maximum. pas de Première souci. question, quelque chose que tu aimerais voir moins souvent dans le monde de la prépa francophone? Ouais, je pense que c'est dit depuis le début, mais moins de musculation et plus de fonctionnel, on va dire. Plus de fonctionnel, plus de côté athlétique, plus de développement des qualités physiques essentielles à un sportif, réactivité, vision. Voilà. La muscu, c'est bien, ça sert, mais il ne faut pas faire que ça non plus, quoi. Quelque chose qui te fascine en ce moment dans la prépa? La nouvelle machine excentrique, une sorte de plateau avec la roue qui, Le qui produit K-box, une. Ouais, sûrement, ouais. Je pense le que je ne l'ai pas vu flywheel. sous ce nom-là, mais je pense qu'on parle de la même chose, ouais. Ouais, Ça, ouais, c'est. c'est ça. Ouais. J'ai regardé pour en acheter une, ça a l'air super. Tout le travail qui se fait en Nouvelle-Zélande au rugby ou au foot US au Canada, aux États-Unis, en termes de préparation physique. Je regarde beaucoup ce qu'ils font et je trouve que c'est très intéressant, quoi. Ils produisent de véritables athlètes. Ouais. Et encore là, j'ai regardé, je suis un mec là qui fait un travail énorme au Canada sur des footballeurs américains, hein. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, ça aussi, ça me fascine en ce moment, l'avance qu'ils ont en préparation physique par rapport à la France. Ouais. Et puis là, le CrossFit aussi. Je fais du CrossFit en tant qu'athlète perso, donc je ne l'enseigne pas forcément aux autres, mais voilà, le CrossFit, on se rend compte qu'il y a des profils croisés et il y a des mecs qui sont très forts et qui sont très endurants. Voilà, c'est quelque chose qui me fascine aussi en ce moment parce qu'en termes de préparation physique, c'est quelque chose de très complexe. Mhm. Et voilà, c'est fascinant. Un livre que tu recommandes?
Un livre que je recommande, ça va pas être un livre de préparation physique, mais Vas-y, vas-y. ça va être. J'ai lu le livre de Ben Bergeron, Chasing Excellence. Mhm. Ben Bergeron, c'est un préparateur physique en CrossFit. Donc là, il y a beaucoup de mindset et tout. Je trouve ça très intéressant. Et un petit peu comme celui de Johnny Wilkinson sur Mémoire d'un perfectionniste. Voilà, c'est des livres qui sont inspirants. Et voilà, on voit l'importance du mental dans le sport. Pour moi, c'est de très bons livres. Après, voilà, j'ai jamais trop lu de livres en tant qu'étudiant et c'est vrai qu'en ce moment, j'en lis pas trop. C'est un Mhm. peu un défaut, mais voilà, tout ce qui est en relation avec le mindset et le côté motivationnel, j'aime bien. C'est très intéressant. C'est clair, comme tu as dit, et de lire des histoires ou des biographies de gens qui sont passés par le haut niveau et qui ont eu cette mentalité pour nous aider, ça peut être très bénéfique. Ouais. Un coach que tu suis en ce moment? Ouais, Aurélien Broussal, je regarde beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien son travail sur la vitesse, sur la puissance. Il fait des choses très intéressantes. Donc, puis pour l'avoir croisé plusieurs fois, vraiment, ouais, c'est quelqu'un de très passionné. Et, voilà, je suis beaucoup Pierre Chéa de Pierre Elite Performance aussi, qui est au Canada, qui s'occupe du football américain. Et lui aussi, je trouve qu'il propose des choses qui sont super. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait d'ailleurs. Mhm. Un conseil pour les sportifs qui cherchent un préparateur physique? Euh, Feeling, confiance, personnalité. Je pense que c'est important. C'est un petit peu en résumé, on va dire, de tout ce qu'on a pu dire. Mais voilà, c'est la relation entraîneur-entraîné, coach et coaché. Voilà, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait une confiance. Voilà, c'est quand ça prend après, qu'il y a une certaine euh, confiance qui se met en place. Hein, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, je pense que voilà, quand on est sportif, quand on cherche un prépa, il faut avant tout écouter son feeling. Bon, après, il faut quand même aussi regarder les compétences et les qualités, les diplômes du coach. Hein. Il ne faut pas foncer les yeux fermés sur le premier coach qu'on trouve parce qu'on a un peu de feeling avec lui. Et, voilà, c'est pas parce qu'il raconte 2 ou 3 bonnes blagues qui nous fait rire que forcément derrière, ça va être, euh, ça va être un bon coach. Mais voilà, il faut aussi quand même regarder son diplôme, ses qualités, etc. Et, euh, et puis voilà, c'est une relation de confiance. Donc il faut avoir confiance en la personne vers qui on se dirige, quoi. Dernière question pour toi, Mathieu, et celle-là vient de l'audience, elle vient de Guillaume qui demande pourquoi n'es-tu pas affilié CrossFit? Je suis pas affilié CrossFit, mais déjà, hein, ça coûte trop cher. Ça coûte cher, CrossFit, et puis ça apporte rien, quoi. C'est-à-dire que dans la ville où je suis, il y a déjà 4 salles de CrossFit. Mhm. Et puis bon, en vrai, pour avoir discuté, avoir bossé dans des salles de CrossFit, ils t'envoient une carte à Noël, joyeux Noël, et puis c'est tout, quoi. Donc merci pour les 3 000 € que tu donnes par mois. Mais en gros, voilà, il y a rien ça t'apporte rien CrossFit. Et c'est intéressant quand tu es dans une grande ville ou dans des lieux touristiques, ou quand il y a des gens qui viennent en déplacement et qui cherchent une salle de CrossFit, donc ils vont taper CrossFit et ils vont trouver la salle. Mais moi, Mhm. à Tarbes, il n'y a aucun intérêt de la prendre. Et puis parce que voilà, je suis préparateur physique, j'ai fait mon master et j'avais ce projet de monter une salle de préparation physique, une salle un petit peu inédite. Et je me suis toujours inspiré et depuis que j'ai commencé à m'entraîner, etc., je regarde beaucoup les vidéos américaines, California Strength. Mhm. Je regardais déjà des vidéos de CrossFit à l'époque, je regardais des salles de prépa ou des salles de power. Et les mecs, ils sont souvent dans des garages gym, dans des salles qui sont fonctionnelles, etc. Et c'est vrai que ouais, moi j'avais cette vision d'avoir une salle où on fait du sport dans une sorte de hangar, où on a un coach de qualité qui est passionné, qui va te coacher, t'encadrer. Voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de machine de muscu. J'aimais bien ce cadre un peu américain, en mode voilà, on a un medicine ball, un rameur, une barre, on peut faire de la prépa sans forcément faire du crossfit. Mhm. Donc voilà, j'ai vraiment voulu partir dans cet aspect-là. Et même si ma salle, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est une salle de CrossFit parce que je suis équipé comme une salle de CrossFit. Mais en fait, je trouve que c'est fonctionnel une salle de CrossFit. Je trouve que en termes d'investissement, c'est moins cher automatiquement qu'une salle de muscu où il y aura du matos à une poulie vis-à-vis. Quand on voit que ça coûte presque 5 000 € pour Mhm. faire ce qu'on fait dessus, je trouve ça aberrant. Mais voilà, du coup, en termes d'investissement et par rapport au projet que j'avais, je trouve que c'était ce qui s'alliait le mieux. Et puis voilà, le CrossFit, j'ai coaché dedans. C'est bien, mais c'est pas ce que je voulais faire, quoi. Moi, je veux proposer ma méthode, je veux proposer mon concept, et voilà. Donc, j'avais à cœur d'ouvrir un truc un petit peu unique et pas être attaché à quelque chose qui va pas forcément m'apporter quelque chose à part un nom, quoi. Mathieu, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Où est-ce que les auditeurs peuvent en apprendre plus sur toi, sur les réseaux?
Sur mon site internet, automatiquement, athletictrainingperformance.com, où on va retrouver aussi tous les programmes d'entraînement qu'on propose en ligne. Et puis sur Instagram, où on propose beaucoup d'exercices, beaucoup d'IGTV. On essaie d'échanger et de transmettre au mieux nos connaissances. Donc ATP, prépa physique, sur Insta. Et voilà, les gens peuvent nous retrouver principalement sur ces deux plateformes. Bah, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens-là dans la description pour ceux qui sont Merci. intéressés à te suivre. Et bonne suite à toi. Merci à toi beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Allez, ciao. Ciao.